exemple de thème. Un exemple de thème intitulé Émergence du journalisme web en RDC et les enjeux liés à la communication de masse. Et nous avons essayé d'identifier les mots-clés, de formuler une question principale, des questions secondaires, et nous avons fini par les hypothèses. Et la discussion relativement aux hypothèses était question de dire, ok, il y a des sujets qui imposent des hypothèses, il y a d'autres où on peut se contenter simplement de la question principale et des questions secondaires, surtout dans notre domaine qui se veut assez technique, donc l'informatique. Ok, donc les hypothèses, on pourrait s'en passer. Aujourd'hui, nous allons mener un peu la réflexion sur la recherche bibliographique. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont déjà avancés et ça sera peut-être un peu de la discussion. Mais comme la thèse n'est pas encore défendue, il y a toujours nécessité d'améliorer à gauche, de peaufiner encore quelques arguments à droite, et ainsi de suite. Donc, par rapport à la recherche bibliographique, nous avons à notre disposition plusieurs types de supports qui existent. Que ce soit en format numérique, donc électronique, ou en format imprimé. Ce sont en gros des livres, des ouvrages collectifs, des articles périodiques, qu'on appelle généralement articles scientifiques, publiés dans des journaux périodiques. On peut naturellement s'intéresser aussi aux mémoires, pourquoi pas, des hypothèses qui ont été publiées dans une institution universitaire quelconque. Parfois, c'est aussi intéressant de s'intéresser aux, on va dire, aux travaux en cours de préparation, qu'on appelle en anglais les préludes. Ce sont des travaux qui ne sont pas encore publiés, mais qui pourraient être utiles pour, n'est-ce pas, peaufiner davantage la recherche bibliographique. Donc, pourquoi nous devons mener des recherches bibliographiques? Le but essentiel, c'est de clarifier les besoins de recherche. C'est très important. Nous ne sommes pas le premier à inventer la roue. La roue est déjà là. Ce qui nous intéresse, c'est comment rendre cette roue plus performante. Donc, il est question de savoir qu'est-ce qui a été fait avant nous, qu'est-ce qui a été fait et quels sont les enjeux. Et pour cela, nous devons donc commencer par généralement un article scientifique ou un ouvrage de référence. L'article scientifique peut être donné par l'encadreur. Il dit ok, par rapport à ton thème, voilà un ou deux articles. Essaye d'analyser les perspectives et à partir de là, dégager une problématique. Donc on part toujours de quelque chose. Et c'est pour cela que tous les bons articles scientifiques finissent toujours par des perspectives, qui sont des pistes de recherche. Les perspectives, ce sont des phrases, des questions encore non traitées, qui nécessitent encore des analyses, ainsi de suite. Et notre travail, donc, c'est d'essayer de décliner ces articles périodiques. On insiste sur les articles périodiques, en réalité, parce que c'est là où il y a de l'actualité. Un livre, généralement, se veut complet, et c'est là. Or, les articles périodiques traitent des sujets d'actualité, des sujets récents. Donc, ça peut être dans des ouvrages collectifs. Les ouvrages collectifs, ce sont par exemple, on peut avoir un colloque quelque part, une conférence. Et dans le cadre de cette conférence-là, plusieurs contributions des auteurs arrivent et à la fin, on a des actes de colloque, on a un ouvrage collectif. Et quand on a ce document, cet article, ce qui nous intéresse premièrement, c'est l'abstract, le résumé. Il ne faut pas commencer à lire n'importe quel article qui tombe dans notre main. C'est important de lire le résumé. Généralement, qu'est-ce qu'on retrouve dans un résumé ou même un résumé d'un travail? Contrairement à l'introduction, pourquoi nous devons commencer par le résumé? Dans un résumé de travail, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que nous tous là, on est appelés à faire des résumés de nos travaux. Et qu'est-ce qu'on met dans un résumé? La synthèse de chaque chapitre. Oui, et puis les deux hypothèses du travail. La synthèse de chaque chapitre, c'est dans l'introduction. Dans
tel chapitre, nous allons étudier tel phénomène, le deuxième chapitre concerne ceci, et dans le troisième chapitre, nous allons faire cela, et la conclusion permet de faire ceci. Moi, je pense que le résumé du chapitre, c'est dans l'introduction, la démarche, le plan de travail. Mais dans le résumé, là, qu'est-ce qu'on met dedans? Prof, à mon avis, dans le résumé, on fait une synthèse méthodologique et on présente un peu la problématique, les solutions comme les hypothèses émises et puis la taille de l'échantillon que vous avez mis à l'étude, considéré à l'étude, et puis les résultats que vous avez produits. Donc lorsque la personne va lire, il a au moins l'idée sur les questionnements, les hypothèses émises et les résultats que vous aviez quand même trouvés dans cette étude-là. Ok, d'accord. Je pense qu'on doit partir du résumé du constat. Le constat qui vous a poussé à pouvoir orienter vos recherches. Généralement, nous devons partir peut-être d'une réforme quelconque qui n'a pas donné satisfaction. Les limites de la réforme annoncée va maintenant vous entraîner vers l'objet de l'étude ou de l'intérêt que vous poursuivez en réalisant votre travail. Et brièvement, vous allez dire qu'est-ce que le travail va apporter finalement par rapport à l'étude. Oui, d'accord. Oui, pour ajouter les amis, dans l'abstract, on décrit les contextes dans lesquels la recherche est menée et on décrit aussi les résultats trouvés et votre contribution dans cette recherche. C'est ça. Ok. Autre contribution? Oui, oui. Oui, bon, normalement, comme les mots l'indiquent, le résumé, c'est la synthèse. C'est la synthèse qui prend la confirmation ou l'information de votre synthèse, de votre hypothèse ou de vos hypothèses. Et puis là, vous donnez quelle est votre nouveauté. Qu'est-ce que vous avez contribué à la science? Parce que les autres, vous avez dit, les autres ont dit ça, ils ont dit ça. Maintenant, moi, dans ce travail, j'ai dit, ma théorie est celle-ci. Ok, ma théorie a été approuvée par ça, par rapport au résultat. Voilà ce que nous avons toujours mis dans les résultats. C'est aussi dans le même contexte que je voulais aborder. En fait, c'est dans cette partie où on présente la contribution personnelle de la recherche tout en faisant la comparaison, c'est-à-dire que la comparaison entre les études antérieures. Donc c'est la discussion des résultats, les résumés de la discussion des résultats entre les études antérieures et la recherche que les chercheurs ont menée, tout en évoquant certainement ces résolutions. Ok. Oui, il y a plusieurs éléments de réponse. En tout cas, le résumé doit motiver le lecteur. Quand je prends un travail, je regarde le résumé et ça va me permettre de répondre à la question, est-ce que le travail est pertinent? Est-ce que je vais poursuivre la lecture ou je m'arrête là? Donc, dans le résumé, nous allons positionner environ, disons, 3 à 4 éléments. Premièrement, le contexte global ou la motivation. Le contexte, c'est quoi? Et dans ce contexte-là, quel est le problème qu'on a identifié dans la problématique? Et ensuite, quelle est la démarche que j'entreprends pour résoudre ce problème? Et enfin,
quels sont les résultats que j'ai obtenus. Et ces éléments-là permettent de motiver les lecteurs. Alors, est-ce qu'ils vont continuer la lecture? Il y a des gens, bon, dans le résumé, on donne encore des perspectives. Non. Le contexte, c'est quoi? Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui fait problème? Comme le problème est identifié, quelle est la démarche que j'entreprends pour résoudre le problème-là? Et à la fin, quels sont les résultats que j'ai obtenus? Point final. Et ça permet donc de voir, ok, est-ce que les résultats sont pertinents? Ça me permet quand même de poursuivre, de regarder dedans concrètement comment la démarche est vraiment décrite, le résultat, ainsi de suite. Donc c'est toujours bien de commencer par le résumé. Ok. Donc, mener des recherches bibliographiques, un point d'entrée serait dans le résumé, et ensuite on va évoluer vers des catalogues de bibliothèques, les moteurs de recherche que nous connaissons, ainsi de suite. Et par rapport aux moteurs de recherche, les moteurs de recherche tels que nous l'utilisons aujourd'hui est assez générique. Quand on dit moteur de recherche, c'est par exemple Google. C'est assez générique dans la mesure où ça part de généralité. Et les résultats qu'on obtient parfois est assez énorme. Par conséquent, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle le web invisible, qui contient plus d'informations que le web visible. Si vous utilisez Google, vous lancez une recherche, vous aurez des millions de résultats, parfois non pertinents. Et surtout si vous voulez faire la recherche scientifique, Google vous met aussi des choses qui sont incohérentes, qui sont même fausses, rédigées par des humains. Et puis il n'y a pas une instance pour vérifier. Or, si vous allez vers des bases de données spécialisées, pour publier un article, on ne s'assoit pas comme ça, on publie un article, non. Il y a un comité de lecture, de validation, qui doit regarder est-ce que c'est bien rédigé, est-ce que les résultats sont pertinents, avant que l'article n'apparaisse dans un journal. Donc il y a une instance de contrôle, comparé à tout ce qui est publié dans Google. Donc, c'est important d'aller vers des bases de données plus spécialisées quand nous faisons de la recherche scientifique. Donc, ces bases de données, par exemple, ce sont des bases de données de citation bibliographique telles que Web of Science. Vous savez, sur Internet, vous allez atterrir sur cette page Web of Science. Il y a aussi des bases dites des bases de données spécialisées par discipline. Nous prenons la discipline informatique, subdivisée en plusieurs sous-disciplines. Vous avez du génie logiciel, peut-être sciences de données, vous avez le réseau, et dans le réseau, vous avez encore des sous-thèmes comme réseau sans fil, réseau de capteurs, réseau filaire. Et il a parlé de l'intelligence artificielle comme un grand chapeau. Et là-dedans, vous allez parler des sciences de données, vous allez parler peut-être d'apprentissage automatique, d'apprentissage supervisé, non supervisé, ainsi de suite. Et ces choses-là, les bases de données spécialisées, les classes, donc c'est hiérarchisé. Comme Central Lab, comme BBLP, comme Science Direct, comme IEEE Explore, ce sont des bases de données des plateformes spécialisées. Par exemple, pour aller vers des, on va dire les journaux scientifiques, aller sur le site Science Direct, c'est une plateforme d'études généralisée, c'est-à-dire que nous avons des groupes de journaux qui publient là-bas. Quand je rédige mon article, je soumets, il y a une instance qui vérifie, c'est pertinent, il y a des choses à corriger, on améliore avant que l'article n'apparaisse dans un journal qui est dans Science Direct. Pareil pour IEEE Explore, qui en réalité sont des plateformes spécialisées par discipline. Donc les biologues peuvent se retrouver là, les informaticiens, les électrotechniciens, les physiciens, ainsi de suite. Et maintenant, on ne peut pas s'en passer des moteurs de recherche généralistes comme Google, comme DeepSeek. Aujourd'hui, chaque GPT est venu aussi révolutionner les choses. Il rédige mal l'introduction d'un sujet qui porte sur l'apprentissage automatique en intelligence artificielle. Tu récupères. Mais on peut
peuvent à tout moment mener, n'est-ce pas, une petite recherche pour savoir est-ce que vous êtes véritablement l'auteur de ce travail. Ça sera vraiment désagréable de constater qu'on a contribué juste à 5%. Les 95%, on a pris à gauche, on a pris à droite, on a pris au milieu, on a pris en haut, on a pris en bas, sans donner de référence. L'autre outil très dynamique pour nous les académiciens, c'est Google Scholar. Au début, on peut commencer par là, mais dans le processus, la recherche, c'est un processus qui se veut raffiner progressivement. À un moment, il faut passer à Google Scholar. Il faut passer à Google Scholar parce que Google Scholar, en réalité, nous renvoie quoi? Des publications scientifiques académiques. Ok. Et nous avons là quelques captures d'écran pour les bases de données spécialisées. On peut s'intéresser à IEEE. On peut mener des recherches avancées qui filtrent vraiment les publications. On peut s'intéresser à Science Direct. On peut aller sur Google Scholar, ainsi de suite. Tous ces outils-là sont importants. Je ne peux pas dire, ok, je fais ma recherche, alors je me contente juste de faire Science Direct de Google Scholar. Non. On doit multiplier, n'est-ce pas, tous ces outils-là pour obtenir des documents, on va dire, assez pertinents. Ok. Bon, la technique de recherche bibliographique voudrait qu'on s'intéresse à l'information récente et à jour. Ça ne sert à rien de s'intéresser aux thèmes obsolètes qui ont déjà des résultats déjà traités depuis longtemps. Il n'y aura pas de plus-value. Donc, intéressons-nous à l'information récente. Et pour cela, nous devons visiter soit des bibliothèques physiques ou numériques. On ne sait pas dans... Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est difficile quand même d'avoir des bibliothèques physiques assez garnies, fournies en documents, parce que finalement, tout est numérique. Tout est numérique. Mais, qu'à cela ne tienne, on peut se retrouver dans une institution où on investit dans l'achat des livres. C'est possible. Et l'autre, justement, ce sont les bibliothèques numériques. Autre piste à poursuivre par rapport à la recherche de référence, c'est la liste des publications citées dans les articles menés par l'encadreur. Vous rapprochez de votre encadreur. C'est vrai que notre contexte ici est un peu différent, mais ça n'empêche, chaque encadreur va certainement rapporter sa touche. Donc, généralement, l'encadreur vous donne une liste de publications, dit ok, par rapport à ton thème là, il faut regarder telle publication. Et vous essayez donc de lire les résumés, voir les références citées dans ces différentes publications. Autre chose, c'est généralement quand on reçoit un thème, on est dans une équipe de recherche. C'est vrai que notre contexte africain manque de ressources et autres, ne nous permet pas toujours de construire des équipes de recherche solides. Mais on peut se retrouver ailleurs dans un contexte où il y a justement des équipes de recherche qui travaillent dans des thématiques assez précises. Et nous sommes donc appelés, n'est-ce pas, à consulter leur thématique. Parce qu'après la thèse, il y a d'autres choses qu'on peut faire, post-doc et autres. Et généralement, si on veut postuler à un post-doc, il faut s'intéresser aux thématiques de l'équipe de recherche. Essayer d'orienter notre thème par rapport aux thématiques qui sont traitées par l'équipe de recherche. Bon, les autres éléments qui rentrent toujours dans l'information récente, ce sont les revues et les actes de congrès, de colloques, des conférences. Quand on fait une conférence, généralement, on traite de l'actualité. Par conséquent, si nous voulons grandir sur le plan scientifique, c'est important d'assister aux colloques, aux congrès, aux conférences. Parce que c'est là où on discute de thèmes d'actualité. Aujourd'hui, nous avons des outils. Il y a des conférences qui sont en ligne. On peut se connecter à partir de là où on se trouve pour suivre. Dernier élément, les conseils donnés par le directeur de thèse. C'est important d'harceler, de maintenir le contact avec le directeur de thèse. On sait aussi qu'il y a des directeurs qui sont un peu, on se comprend, sur le plan de l'accessibilité, ce n'est pas toujours
Mais il faut trouver des stratégies pour se rapprocher, pour recueillir assez de conseils. Parce qu'en fin de compte, c'est lui aussi qui doit certifier, c'est lui, son nom est là. Donc, quelque part, il a aussi de la responsabilité pour que le travail soit bien fait, scientifique, sur le plan scientifique. Parce que ça porte aussi son nom, son sceau, en tant que directeur de thèse. Ok, donc, hier, nous avons fait un petit jeu qui a consisté à identifier quelques mots-clés par rapport au thème qui porte sur l'émergence du journalisme web. Et l'objectif était donc de mieux définir ces mots-clés. Parce que si on ne comprend pas les mots-clés de notre thème, il sera difficile de le traiter. Identifier les mots-clés, les définir et éliminer les mots vides qui peuvent avoir un impact sur les résultats qu'un moteur de recherche nous renvoie. Et qu'est-ce que nous entendons par mots vides? Selon nous, on a un thème, il y a des mots vides qui peuvent perturber la recherche. Contrairement aux mots-clés. Oui, les mots vides, ce sont les mots comme des adjectifs, des articles, des conjonctions. Oui. On ne peut pas commencer à définir et conjonction, on définit Le, la. la. Donc généralement, il faut enlever tous ces mots vides qui n'apportent pas de substance à notre thème. Les enlever complètement. Avant d'effectuer des recherches dans ces plateformes-ci, je supprime tous les mots-clés, tous les mots vides. Je reste avec les mots-clés et je lance donc la recherche sur l'une des plateformes ou des bases de données qui sont là, pour avoir des résultats pertinents. Parce que si on laisse les articles, les adjectifs, l'adverbe et tout ça, ces mots seront considérés par ces moteurs ou des bases de données et du coup, on n'aura pas de résultats assez pertinents. Ok, donc, éliminer les mots vides. Et parfois, il peut être nécessaire, après avoir identifié le mot-clé, de voir est-ce qu'on peut avoir des termes associés ou des synonymes par rapport au mot-clé pour évoluer dans le raisonnement. Parfois, il faut passer plutôt, effectuer des recherches avec les synonymes ou les mots-clés. Et l'autre chose, nous sommes dans un domaine purement technique informatique, où les bonnes publications sont faites en anglais. Et en informatique, bon, malheur à nous, nous avons choisi une discipline où, si tu passes 2 ans au quartier comme ça, en train de regarder Canal ou Manchester qui a l'université, tu seras en retard. Oui, oui. Parce que ça va très vite. Oui, obsolète. On va parler d'un langage, là, tu seras même plus à jour. Non, nous devons être à jour. Parfois, au campus là-bas, à Gaoundéré, ceci, parfois on nous utilise même pour les imprimantes qui ne fonctionnent pas. On dit que tu es informaticien, non, l'imprimante ici, je vais imprimer, ça ne sort pas. Parfois même c'est un problème où c'est électronique, mais on se dit informaticien, tu vas résoudre tout ce qui tourne autour de l'ordinateur. Donc, et nous devons parler l'anglais, du moins sur le plan scientifique. Toutes les pages, les plateformes qu'on a montrées tout à l'heure, en réalité, les publications sont faites là-bas en anglais. Donc, recherche des mots-clés pertinents par rapport à notre sujet. Et puis, se poser un certain nombre de questions. Est-ce que la définition de ces mots-clés-là, dans notre contexte, est-ce que c'est adapté par rapport à notre travail? Est-ce que je connais l'orthographe? C'est ça, c'est aussi pertinent. Si le mot est mal écrit, on risque d'avoir des résultats non appropriés. Oui, je connais l'orthographe. Est-ce que je connais le mot en anglais? C'est aussi important. Et quand on a réuni tous ces éléments-là, on peut s'appuyer également sur les autres
Les moteurs de recherche, à un moment donné, peuvent nous renvoyer trop de résultats. Des millions de pages. On ne va pas passer par le temps. Je visite peut-être 500 pages aujourd'hui, je suis fatigué demain. Non. Quand c'est trop, il faut trouver des stratégies, des moyens. Peut-être l'un des moyens, c'est d'utiliser des termes qui sont un peu rares, qui sont un peu spécialisés, qui sont discriminants, pour essayer de réduire la quantité de résultats obtenus. L'inverse est aussi possible, c'est-à-dire à un moment donné, on effectue une recherche, on a très peu de résultats. Là également, il faut trouver des stratégies pour augmenter la quantité de résultats, en passant peut-être par des synonymes, des mots plus spécifiques, ainsi de suite. Donc, un thème comme ça, plus au hasard, alors, comme thème de recherche, étude de l'adaptation du sorgho aux variations climatiques. Le sorgho, c'est une variété de mie. Variation climatique. Et nous pouvons prendre ceci, mettre dans un moteur de recherche. Mais l'idéal, c'est d'abord d'éliminer les mots vides, tels que les articles. Ainsi de suite. On les élimine. On reste avec les mots-clés. On peut lancer dans un moteur de recherche. Et l'autre principe, c'est de voir même, c'est mieux même de traduire ceci en anglais. Pour avoir plus de résultats. Et nous allons constater qu'effectivement, quand on traduit en anglais, on peut obtenir, n'est-ce pas, ce résultat-ci à partir de Google Scholar. Nous avons dit que Google Scholar, c'est un moteur de recherche spécialisé, académique. Faisons la recherche, il faut s'appuyer sur Google Scholar. Et on a traduit ceci en anglais. On a obtenu ce nombre de résultats. Avec quelques indications, nous supposons que ce sont des publications scientifiques, et ceci s'explique par le fait que nous avons le nombre de fois que l'article a été cité, par exemple. Et ça, c'est un indice. Ici, cet article a été cité 24 fois, ici 171 fois, et ainsi de suite. Quand je vois 171 fois, peut-être c'est mieux que je m'intéresse à cet article, parce que beaucoup ont cité, ça veut dire que cet article doit être pertinent. Cet article doit être pertinent. Que de naviguer partout, ça peut être, le deuxième peut être peut-être celui-ci, qui a été cité 140 fois. Ça nous permet de nous orienter, de ne pas prendre tout ce que le moteur de recherche nous vomit comme résultat. Ok, nous avons parlé des opérateurs qui nous permettent de connecter les mots-clés afin de filtrer davantage, d'affiner davantage nos recherches. C'est par exemple ces opérateurs-ci, mais en anglais. En réalité, les moteurs de recherche comprennent plus l'anglais, surtout par rapport aux opérateurs, puisque le langage de programmation des bases de données en background, c'est en anglais. Par conséquent, nous pouvons dire N, c'est-à-dire on prend deux mots-clés, on dit N, c'est-à-dire que dans le document que nous voulons obtenir, ces deux mots-clés doivent apparaître. Or, pour dire où, ça peut apparaître dans tel ou tel autre document, ou dans un même document, on a tout le résultat. Et note, il peut arriver que je veux exclure. C'est-à-dire je veux un ensemble de résultats, sauf tel mot ne doit pas apparaître là-dedans. Nous pouvons utiliser note avant le mot-clé. Ok. Les autres éléments, tels que étoile, si on ne connaît pas bien l'orthographe d'un mot, on peut commencer le mot, ou alors utiliser la fin du mot et ajouter étoile. Ça nous permet donc d'obtenir un résultat si jamais une partie du mot n'est pas connue sur le plan orthographique. Autre chose, c'est l'utilisation des guillemets. Vous voyez Google Scholar ici. Je me suis exercé hier ou avant-hier avec ce mot-ci, développement durable en Afrique, dans Google Scholar. En 0,09 secondes, Google Scholar m'a renvoyé 231 000 réponses.
J'ai utilisé le même terme, le même sujet, en mettant cette fois-ci les guillemets. Google Scholar m'a renvoyé 2820 réponses. Comparé à ceci, il y a déjà un décalage assez intéressant. Progresser dans la réflexion, Google cette fois-ci, comparé à Google Scholar, le même mot, développement durable en Afrique, 44 millions, presque 45 millions de réponses. Et quand on a ajouté les guillemets, on est revenu à 700 000. Donc pour dire qu'à un moment donné, il faut s'éloigner même de Google. Sur le plan scientifique, on veut oui avoir des documents pertinents. Parce que là, on sera noyé à 40 millions, on va visiter. Qu'est-ce qui est même pertinent là-dedans? C'est compliqué. Or, avec ceci, on a un nombre même assez raisonnable. Donc, ces petits jeux de syntaxe, combinaison des opérateurs, ainsi de suite, que ce soit opérateurs booléens ou syntaxiques, ça nous permet d'affiner nos résultats et d'évoluer avec des documents plus pertinents. Voilà. Donc ici, nous avons l'utilisation des opérateurs syntaxiques. Étoile métrique, je lance dans Google ou dans Google Scholar, j'aurai comme résultat des éléments contenant des mots comme symétrie, géométrie, pluviométrie, économétrie, ainsi de suite. Et si je mets étoile à la fin, j'aurai algèbre, algorithmique, algorithme, ainsi de suite. On peut utiliser aussi le point d'interrogation au milieu d'un mot pour dire qu'à cet endroit-là, n'importe quel nom ou lettre peut apparaître. Et là, on aura par exemple woman, human, des choses comme ça. Parfois, ça peut aider pour peaufiner davantage nos résultats. Ok. Nous, anglophones, nous tous, parfois, ce qui pose problème aussi, c'est la barrière linguistique. Puisque les documents pertinents sont adaptés. Par conséquent, si nous faisons la recherche de la thèse, on est obligé de se côtoyer avec l'anglais. Donc, nous avons ici quelques exemples pour essayer d'illustrer la barrière linguistique. Par exemple, si nous mettons dans Google Genetic Diversity of Maize, comme résultat, nous allons avoir 1 420 000. Le même terme, en français, diversité génétique du maïs, 33 000 réponses. L'écart est quand même assez énorme. Pareil, Sustainable Development in Africa, 4 500 000 réponses. Développement durable en Afrique, c'est la même chose, mais en deux langues différentes. Résultat, 230 000. Vous dites que si nous faisons la recherche, intéressons-nous au langage ou la langue de la recherche, surtout dans le domaine technique comme le nôtre, l'informatique. Bon, les outils qui peuvent nous aider à lever la barrière linguistique, il en existe des outils de traduction informatique. Je ne dis pas que ces outils sont excellents, puisque ce sont des œuvres humaines. Mais ça nous permet de progresser rapidement. Au lieu d'aller chercher un linguistique au quartier qui a fait langue ou linguistique, avec les termes techniques, ce n'est pas toujours évident. Or, avec ces outils, on peut progresser dans la réflexion. Par exemple, Google Translate peut nous aider à traduire notre sujet, si c'est en français, en anglais. Par exemple, cette matière que nous suivons, méthodologie de la recherche, j'ai mis là-bas, ça m'a donné la traduction Research Methodology. Il y a un autre outil, DeepL, je pense que c'est connu. Et là également, j'ai mis méthodologie de la recherche. Et c'est un outil un peu plus intelligent que Google Translate. Et du coup, il me propose non seulement comme Google, Research Methodology, mais des
je peux prendre mon sujet là, je mets ça me produit, ça me donne des alternatives. Je peux améliorer. Après, je récupère donc ceci pour progresser dans la recherche en utilisant tous les outils de base de données spécialisées, les plateformes spécialisées par discipline, ainsi de suite. Donc il y a des outils, il ne faut pas toujours faire tout seul, en fait, soi-même. Il y a des outils sous lesquels on peut s'appuyer pour évoluer dans la réflexion. Bon, le plagiat sous toutes ses formes. Beaucoup de gens sont tombés avec beaucoup de regrets. Et ce que nous voulons éviter justement, c'est que dans le cadre de cette formation doctorale, à quelle personne ne tombe sous le coup du plagiat. Plagier, ça veut dire quoi? Je prends quelque chose chez mon frère si je dis que c'est pour moi, sans dire que j'ai emprunté quelque part. Or, ça ne coûte rien de dire que j'ai pris ça chez le voisin. C'est le principe ici. Donc, présenter des phrases, des textes, un travail emprunté à autrui, sans mention des emprunts, sous forme d'une citation, source de citation, origine de travail, comme s'il s'agissait d'un travail personnel. Il s'agit donc là du plagiat. Il y a aussi plagiat lorsque quelqu'un emprunte des données, peut-être un tableau de résultats quelque part, les graphiques, les images. Donc le plagiat ne concerne pas seulement le texte, mais tout ce qui nous appartient parce qu'on a pris quelque part. Il y a beaucoup de tapent dans Google, une belle image ressort là, une architecture d'un système de réseau. Je prends, je mets. On va vous attraper, c'est pas bien. Si je prends sur un site, ce n'est pas parce que j'ai pris sur un site que je ne dois pas référencer. Et la référence, c'est parce que si je prends une ressource sur un site, le lien, voilà, le lien qu'on appelle URL, souvent le lien. Bon, est-ce qu'il ne faut pas ajouter un petit élément au lien? Parce que la date de la consultation. Oui, la date de la consultation. Parce que La date et l'heure. Et l'heure même, et les secondes même, minutes, tout ça. Ça nous développe parce que sur Internet, les choses font. Je peux visiter quelque chose ce matin sur Internet, et le soir ça disparaît, ce n'est plus accessible. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Donc par conséquent, si c'est illégal, il ne pouvait plus venir, je lui dis que j'ai vérifié à 8h30, puis c'était là. Je suis dédouané de savoir. Donc il faut éviter de prendre sans mentionner la source. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Et généralement, on peut faire des plagiats sous plusieurs formes, copier sur Internet, copier à partir des livres, à partir des articles. Il y a des documents dits documents écrits. Ce sont des rapports, des documents, des rapports dans une entreprise, des stages et tout ça. Personne peut dire non, c'est à l'intérieur d'une entreprise. Qui va visiter loin, va on irait là-bas pour venir savoir s'il a pris un document quelque part dans une entreprise. Un jour, ça peut être des années après. On peut identifier. Le plagiat peut concerner aussi de façon interne aux publications dans une université comme la nôtre, l'Université des Martyrs du Congo, peut-être les mémoires existants, les thèses, ainsi de suite. Il y a aussi l'auto-plagiat. Je me fais mon plagiat moi-même. C'est-à-dire des choses que j'ai publiées ailleurs, je reprends comme si c'était dans le cadre de ce travail présent, sans mentionner que j'ai pris ce travail-là ailleurs dans l'un de mes travaux. C'est aussi du plagiat. L'auto-plagiat. C'est-à-dire le genre que tu te voles toi-même. Tu as un agent qui prend un peu là. C'est ça. Mambo. Mais Oui. C'est toujours mon travail à moi. Vidéo zo marito como eza on noté depuis ça Il faut toujours dire que j'ai fait dans le cadre de XY
et j'utilisais ça maintenant ici pour renforcer peut-être les résultats des travaux actuels. Mais je me suis professeur. Oui. Il arrive que vous puissiez lire par exemple un document, surtout dans les articles qui sont publiés sur le net. Oui. Vous avez compris, vous changez un peu de. Est-ce que ça va aussi être comptabilisé comme si c'était du plagiat? En ce moment-là, vous avez apporté une touche supplémentaire. Question très pertinente et importante, justement. Vous regardez un concept, quelque part, algorithme, une description d'architecture, vous reprenez, vous paraphrasez ça dans votre document. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est limite là? Vous pouvez utiliser ça comme ça? Il faut citer la source. Oui. Pour la citation, Citer entre guillemets, et puis vous citez le terme à citer. Est-ce qu'il faut toujours mettre? Non. Ce qui est en train de dire, c'est pas. Est-ce qu'il faut toujours mettre le bien? Pour la citation. Pour la citation, oui. Mais si tu paraphrases, tu reprends avec tes propres termes, tu n'as pas besoin de mettre le bien en original. Mais ne pas mettre le bien ne signifie pas que tu as exemple de la référence bibliographique. Il faut juste mettre la référence sans bien. Mettre la référence, mais peut-être il y a deux façons de faire la référence. Soit c'est le numéro, et puis c'est le numéro 14 par exemple, ou 10, et puis on va dans la référence bibliographique, on voit le numéro 10 là-bas. Ou alors je mets le nom de l'auteur, l'année, et dans la référence bibliographique, c'est classé par ordre alphabétique, j'identifie donc cette référence-là. C'est tout. Mais si c'est la citation, une sous-question ou une question? Non, ça sera une sous-question parce que je ne vais pas prendre les son contenu à la. Voilà quelqu'un qui commence à changer séance tenante. Mais il a dit qu'il pense chez lui, donc il a fait la référence, donc ça va. Il a cité. Oui. Pourquoi je dois le modifier? Pourquoi je dois modifier un contenu que j'utilise seulement comme référence? C'est important. Je peux, tout en utilisant les deux références, je représente trois mathématiques, arithmétique disons. Je peux dire, je lis, vous avez dit 4 plus 6 égale 10. Le résultat c'est 10. Moi j'aime bien, je dis 7 plus 3 égale 10. Non, c'est une façon de parler, une façon de présenter quelque chose, dans ce sens-là. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais moi, je dirais plutôt, par exemple, les contextes qui a été présenté par l'auteur. Je parie qu'il y a des mots synonymes un peu plus pertinents, par exemple, que je peux utiliser à la place des mots que l'auteur a utilisés. Exactement. Quand on fait la revue de la littérature, c'est ça même qu'on fait, non? Oui. Revue de la littérature. Peut-être je fais le résumé, le travail, il a fait tel auteur a dit ceci, il a obtenu tel résultat, le troisième a fait cela, le quatrième, peut-être par ordre un peu chronologique, non, pour voir comment les choses ont évolué dans le temps, et maintenant à la fin, tu dis, ok, tout ce que les gens ont fait là, voilà les limites. Et ce sont ces limites-là que j'attaque. En faisant cette revue bibliographique là, de la littérature, là, on doit reformuler un autre terme. On ne va pas passer tout le temps, on copie seulement, on met les guillemets, 2 pages entre guillemets. C'est comment? Ça sera stérile en quelque sorte. C'est grave ça. Non, on est obligé de faire comme ça, mais on va mettre la référence. À propos de la référence, Oui. les Gaboundérés dans quelle école? Parce qu'il n'y a pas où la référence fonctionne. Donc on va voir toujours, il y a deux types. Il y a plusieurs façons de faire la référence. Dans le cadre, si on va y arriver tout à l'heure, on peut faire par ordre alphabétique, par ordre d'apparition dans le travail. Et ça, selon le goût de chacun, on n'impose rien. On peut opter par ordre d'apparition ou
par ordre alphabétique. Nous sommes en anglais. Donc là-bas, il n'y a pas de problème de confusion. Et... Bon, justement, voilà quelques conséquences. Les gens qui ont copié sans référencer. Oui. Pour avoir recopié sa thèse, dans sa thèse, des passages entiers tirés d'un livre, un ministre allemand a perdu son poste et son titre de doctorat lui a été retiré. Voilà la conséquence. C'est-à-dire qu'une commission a siégé, on a été des années après, une dizaine d'années après, une commission a été commise, a siégé, a étudié, s'est rendu compte que non, c'était exagéré. On dit qu'à partir d'aujourd'hui, résultat, tu n'es plus docteur. Et sur le choc et tout le reste qui va avec, le ministre était obligé de démissionner de son poste. Deuxième cas, dans notre contexte au Cameroun, le 2 Sina, pour avoir recopié dans son mémoire des passages entiers tirés de sites internet sans utiliser de guillemets, un étudiant a écopé en mars 2000 d'une exclusion avec ceci d'une durée de 2 ans dans toutes les universités camerounaises. Troisième cas, une étudiante ayant écrit que 3 pages de son mémoire de maîtrise, quant à elle, a été condamnée à 1 an d'exclusion de son université en juin 2030. Enfin, l'annulation d'une thèse récemment à Angers 2020 a déstabilisé l'université de Paris 1, Sorbonne, parce qu'il y a eu également l'argent. Donc ça, juste quelques morceaux choisis, il en existe plusieurs. Donc, le but pour nous, c'est de ne pas tomber dans ce cas de figure. Donc, référencer, dites où on a pris, et puis on n'a pas de soucis. Bon, le type de plagiat. Copier et présenter un texte, comme on a dit, une partie des textes à partir d'un site, un blog, un forum, un courriel, un CD-ROM, sans mentionner la source. Même un email. Oui. Les images insérées dans un document, les graphiques, les données, sans indiquer la source, traduire partiellement ou totalement un texte et copier la traduction sans mentionner la provenance. Quelqu'un peut prendre en anglais, il traduit en français, et que c'est lui. L'effort que tu as fourni, c'est quoi? Traduire, copier, coller, d'accord, mais c'est pas ça qu'on veut. Si on a traduit, l'idéal serait même de maintenir ça là-bas en anglais et faire une traduction dans le même document en anglais et mettre la référence. Oui. Lorsque nous S'il faisons vous plaît, je n'ai pas compris là. C'est-à-dire, on peut avoir un texte pertinent qui nous intéresse, mais c'est en anglais. Or, on a rédigé en français. Oui. On veut absolument avoir la traduction. On peut utiliser l'un des outils que nous avons vu tout à l'heure, Google Translate. On met dans la traduction en français, on met aussi l'original En anglais. en anglais. Côté à côté, donc anglais, français. Oui. Ok. On peut ouvrir les guillemets ou les parenthèses, on met ça. Ou bien à pied de page. Et du coup, personne ne viendra vous embêter. Avec référence, bien évidemment, où on a pris. C'est là que je me demande. Parce que généralement, nous qui sommes dans des pays francophones, je fais mon petit résumé en français. Je vais la dire dans Google Translate, j'ai les traduits. Et je prends exactement cette traduction anglaise, je l'ai connue comme abstract, sans citer aucune source. C'est ton travail. C'est mon travail, c'est mon résumé. J'ai juste demandé à un outil de pouvoir me les traduire la manière. Est-ce qu'il y a un problème? On commence à avoir peur, tout simplement. Parce que 5 ans, 10 ans après, je ne sais pas. Parce que, par exemple, pour ce qui s'est passé en Allemagne, où le ministre a même démissionné. Bon, ici en Afrique, c'est compliqué. Je comprends, je n'ai même pas voulu aller loin. Ici en Afrique, qui est ministre, tu vas d'abord même oser dire que tu vas enlever son titre. Tu vas d'abord dire, viens ici, je te coffre un peu. Mais il
quand même élever le niveau, c'est de la science. Oui. Parce que quand la science est mélangée à la politique dans notre contexte, ça devient un peu compliqué, c'est vrai. Mais ici, efforçons-nous de faire la science au niveau international. Le reste là, vraiment, je pense qu'on se comprend. Oui. Oui. Maintenant, il dit qu'il a son travail en français. Il prend le résumé, on traduit en anglais. Puisque dans la présentation du document final, il y a le résumé en français, en anglais, non? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est est-ce que la source que j'ai utilisée pour la traduction est-il impérative de la citer? C'est-à-dire qu'il a utilisé l'outil, par exemple, Google Translate. Donc, traduit par Google Translate ou par dit. C'est ton texte. Quelqu'un a une réponse? La webographie est là, non? Moi, personnellement, je me dis que c'est mon propre travail, ce n'est pas. Parce que ça, c'est mon document à moi. Oui. Ça, c'est un outil seulement qui m'a aidé de traduire. Est-ce qu'il faut signaler l'outil? Non. Sinon, alors on va commencer aussi à signaler les ordinateurs que nous utilisons. J'ai utilisé Markdown avec les caractéristiques et comme ça. Ça, c'est un outil. Là, c'est évident, il faut signaler parce qu'il y a un lien qui est. Non, c'est juste pour comprendre un concept. Non, c'est un outil. Et d'ailleurs, n'évoquez jamais exactement ce que le Translate ou Vomina ou Deeper. C'est un outil. Ça nous aide à faire un travail. Ça ne veut pas dire que ce qu'il vomit là est correct à 100%. Ça nous allège le travail. Parce que appeler un traducteur, le payer avec nos noms techniques, c'est compliqué. Par conséquent, nous utilisons le Google Translate et dès qu'on a le résultat, on lit, on améliore. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Ce n'est jamais correct, satisfaisant. Et puis, prof. C'est pour nous aider juste à... Prof, quand on peut aller dans le même sens. Oui. Si on appelle quelqu'un pour nous aider à traduire, vous allez le citer dans le travail. Non. C'est mon travail à moi. C'est lui, c'est seulement. Là, il se comporte En outil, c'est un outil. Le traducteur se comporte C'est en un outil. outil. Oui. On n'a pas besoin de le citer. On n'a pas besoin de ça. Oui, vous êtes peut-être avec nous. À propos des graphiques, je définis un concept, il y a un graphique lié à ça. Donc, vous pouvez citer la définition pour le graphique. Donc, vous travaillez sur un concept, et puis à partir de là, pour mieux visualiser peut-être plus de données, vous dessinez, je sais pas moi, un truc graphique. C'est ça? Triangle pédagogique. Oui. Et là, vous dessinez vous-même. Non, vous avez défini la et la définition et les graphiques. Mais il faut citer. Pour référencer quoi? La définition ou les deux? Les deux. Si c'est un même endroit, pour citer la page, ces choses-ci là, ce qui est intéressant, ce qu'il faut justement considérer ici par rapport à la citation. Parce que quand je prends une image graphique pour les données, c'est comme une citation exacte. Si c'est dans un livre, dans un article, je dois dire la page où j'ai tiré cet élément. Si la définition est sur la page 44 et le résumé graphique page 45, définition 44 pages, je mets graphique tiré à la page 45, je mets. À propos de graphique. Si je vois le graphique et je le dessine à ma manière. Non, ça sert à Oui, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Peut-être c'est flou, en référant à ça, c'est flou, et puis je reprends cela. Toi, Exactement. C'est toujours copier-coller. Hein.
C'est toujours des copier-coller. Je transforme un peu, je prends exactement mes yeux. Mais il dessine lui-même. Lui-même. Il ne change même pas le pôle, la couleur. Je peux dessiner, j'ajoute quelque chose. Adapter à partir de. Je viens maintenant. J'ai adapté à partir de. Telle source. Oui. Vous dessinez vous avez le figure, avec les fautes. Il y en a. Ce n'est pas votre job de corriger les fautes. Si vous prenez la citation comme telle. Donc ici, c'est un tableau. Je prends juste le modèle du tableau. Le délai, ce sont les données. Il y a, là, avant le tableau, il y a le texte qui est le même possibilité, mais le tableau, je peux sur le modèle et le contenu, le problème de ligne, c'est autre chose. Une réponse. C'est-à-dire, dans la structure, un tableau, mais le contenu, ce sont ces données. Dans le cas d'espèce, c'est vous qui venez de recevoir ces données, mais c'est la question que je voulais poser. Pour les graphiques que vous avez conçus vous-même, vous vous indiquez comme source. Parce que là-bas, quelle est la source? C'est moi-même. Nous-mêmes à l'aide. Ce n'est pas nécessaire. C'est le résultat de votre travail. Vous mettez Donc rien. si vous avez des images créées par vous-même, des schémas, donc là on n'indique pas nous-mêmes tout ça. Vous ne mettez rien. C'est inutile. Vous dites figure numéro tant, simplement. Vous passez. Tableau numéro 2. C'est les autres qui viendront qui doivent maintenant vous citer. C'est ça. Ok. Mais il y a des situations, j'essaie aussi, surtout en communication, là, la seule communication. Parfois on va filmer, on fait des prises de photos, non? Bon, il y a certains qui disent filmer par soi-même. C'est-à-dire, la photo, là, c'est nous qui avons fait les prises de vue. Prise de vue. Bon, dans ce cas. Personnel. Oui. Pas grave. Ok. Donc, en résumé, utiliser le travail de quelqu'un d'autre sans ou avec son consentement et le présenter comme sien, c'est du plagiat. Utiliser une partie d'un travail qu'on a soi-même réalisé, n'est pas mentionner la source, c'est aussi du plagiat. Résumer l'idée d'un auteur dans ses propres mots sans mentionner la source, c'est aussi du plagiat. Remettre un travail rédigé en équipe dont une partie contient du copier-coller, ainsi de suite. Donc, pour éviter tout cela, nous mettons la référence et personne ne viendra nous embêter. Et généralement, pourquoi nous faisons du plagiat? Il y a plusieurs raisons. La méconnaissance des normes est liée à la citation. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à un niveau de savent pas. Mais nous, on est éclairés aujourd'hui. On doit éviter ces choses-là. Et généralement, on dit, ok, depuis l'école primaire, on a toujours copié quelque part, et puis on a inséré, et puis on continue à l'université. Voilà. Parfois, on a dit, on a téléchargé, non, des fichiers en ligne, tout ça, et autres. Or, nous sommes formés aujourd'hui en matière de méthodologie de la recherche. Nous devons respecter l'éthique scientifique. Quelqu'un a parlé de l'honnêteté scientifique, c'est ça. Nous devons continuer à développer la science, mais en restant honnête. Dire ce qu'on a appris ailleurs permet d'améliorer, n'est-ce pas, la science. Et l'autre raison que beaucoup avancent souvent, bon, sauver le temps. C'est-à-dire, on est à la pression de temps, et puis rapidement, on colle, parfois on oublie, parfois on est sous pression. Bon, les apprenants, surtout les étudiants, beaucoup disent, mais tiens, tout le monde fait pareil, même les profs, ils donnent égalité de chance, non? Même l'enseignant a copié quelque part, moi aussi je vais copier, égalité de chance.
Et il faut éviter cela parce qu'il y a un danger qui nous guette. Et parfois on peut se dire, mais tiens, tel que j'ai copié la personne, il n'y a pas... Il n'y a pas de danger. Oui, oui. Qui va détecter même cela? On n'a pas trouvé aujourd'hui, mais demain, quelqu'un va venir fouiller là et s'en rendre compte. Il peut arriver qu'il y a difficulté perçue du travail de l'examen. C'est-à-dire, on est sous pression par rapport à un travail, l'examen qui s'approche. Il y a beaucoup qui font des choses comme ça parce qu'on n'a plus le temps. Et on veut être compétitif, le succès. Ça peut nous amener à tricher. Et surtout quand on est déjà employé quelque part salarié, la pression du travail et tout le reste augmente, n'est-ce pas, la pression dans la production des résultats scientifiques. On peut donc être tenté à faire du plagiat. Ou alors on donne, on embauche quelqu'un pour faire le travail, il fait mal le travail, on doit écoper les conséquences, oui. Prof, par rapport au point évoqué précédemment où vous avez dit que égalité des chances, même les profs le font. À supposer que, oui, à supposer que un enseignant qui prend par exemple les notes de cours sur la toile et il met son nom, il s'en approprie. On vient découvrir par la suite, on se dit que l'enseignant a plagié. Mais aussi, la source que l'enseignant a utilisée, lui-même aussi a fait la même chose. Alors, cette généalogie-là s'explique comment? Bon, généralement, c'est pour cela que j'ai même pris la peine de mettre, surtout dans cette partie-ci, les sources, où j'ai puisé ces éléments. Parce que sinon, on va dire que c'est aussi le plagiat. Voilà la source. Voilà. Donc, généralement, dans mes cours, mes notes de cours, il y a toujours une liste de documents où on a puisé les différents éléments qui constituent le cours. C'est un cours qui présente les concepts dans les livres de cours. Généralement, dans mes cours, j'ai une liste de bibliographies. Chacun peut aller là-bas encore approfondir. Généralement, c'est comme ça que chaque enseignant devait concevoir. On s'appuie sur des choses, on n'a rien à inventer là. On parle de l'architecture d'une base de données, mais ça existait là depuis pour que les gens puissent comprendre comment c'est structuré, les différentes couches internes, externes, aspects conceptuels. C'est là. C'est dans les livres même de cours. Et il faut synthétiser, rendre ça digeste aux étudiants qui ne peuvent pas prendre le temps pour lire tout un livre. Tout un livre. Et c'est bon donc de spécifier les concepts, on s'est appuyé sur tel nombre de documents. Et chaque apprenant peut aller là-bas approfondir le concept. Normalement, c'est comme cela qu'on va procéder. Chaque enseignant. C'est ça. Ok. Il y a des outils qui peuvent nous aider. Il y a même des outils gratuits. Parce que l'histoire du plagiat, ce n'est pas toujours parce qu'on est mal intentionné. Il y a des raisons, on a évoqué des raisons. On peut être sous la pression, on copie quelque chose, on se dit, bon, je veux revenir, j'ai quand même la référence, je veux revenir, n'est-ce pas, mettre des références. Et avec le temps, on peut oublier. Oui, ça peut arriver. Oui. Et par conséquent, ces outils-là nous aident à corriger. Ces outils ne sont pas là pour seulement attraper les tricheurs, les supposés tricheurs. C'est-à-dire que nous-mêmes, sur le plan scientifique, nous pouvons le changer. C'est pour améliorer notre travail, pour regarder le taux de similarité. Donc il y a un seuil. Donc il faudrait que je voie le seuil, c'est combien. Je ne sais plus. Il y a des pourcentages. On dit, ok, même les articles que nous produisons, les revues, les relecteurs là, partent sur des plateformes justement de vérifier. Est-ce que jusqu'à peut-être 20% dit non, ce sont des concepts qui reviennent partout. Comme vous avez dit tout à l'heure, jusqu'à 20%, on ne peut pas dire qu'il y a du plagiat. Quand ça part déjà au-delà de 50%, peut-être 40, 60, et ainsi de suite, on dit que non, là, c'est pas bon. Puisque on s'appuie sur des théories, sur des choses existantes.
Donc ces outils-là, ici, liste les quelques outils gratuits, il en existe plusieurs, qui peuvent nous aider à mieux présenter nos travaux. En plus de ces outils gratuits, bon, une virgule ou une parenthèse, la différence entre logiciel gratuit et logiciel open source, c'est quoi? Oui. Les logiciels open source peuvent être payants, mais dont la possibilité de développement selon les degrés de liberté qu'on va donner aux gens. Certains peut-être pour les développer davantage, d'autres peut-être pour ajouter des fonctionnalités. Là, ce sont des open source. Mais les gratuits, c'est qu'on n'achète pas. On les trouve gratuitement, comme ça, mis à même à l'internet, même par d'autres supports, sans payer quelque chose. Sans voir aussi la probabilité de modifier la portée. Pardon? Oui, oui. Sans voir aussi la possibilité de modifier. Modifier, c'est gratuit ou open source? Modifier, c'est à l'open source. Okay. Mais maintenant, dans les gratuits, on n'a pas la possibilité. On utilise seulement les outils qui vous sont proposés. Exactement. C'est comme le système d'exploitation, Linux. C'est open source. Oui, c'est open source. Là, on peut modifier, c'est modifiable. C'est ça. Mais les gratuits ici, non, c'est statique. C'est ça. Donc on l'utilise simplement, sans payer, et quand c'est open source, gratuit, et on peut modifier à notre guise. Il y a des plateformes, par exemple, les gestionnaires de contenu comme le WordPress, Joomla, tout ça, c'est gratuit et c'est open source. On peut ajouter dedans tout ce qu'on veut, quoi. Bon, il y a des commerciaux aussi. Il y a beaucoup d'universités qui achètent des licences, qui intègrent sur leur plateforme, et chaque étudiant a un compte et peut aller, n'est-ce pas, vérifier le degré de similitude de ses travaux avec les travaux précédents pour éviter justement qu'on tombe dans un circuit de plagiat. Ce sont des outils qui existent. Ok. Donc, pour finir la partie bibliographie, c'est-à-dire on a recherché un ensemble d'outils, on a consulté, et puis maintenant il faut les structurer. Beaucoup posent souvent la question, bon, est-ce qu'il faut tout citer? Tous les documents qu'on a consultés, il y a des documents qu'on consulte, on n'en tire pas quelque chose de substantiel, d'essentiel, on met de côté. On ne peut pas avoir aussi en thèse une bibliographie de 20 pages quand même. On a consulté tous les documents du monde entier. Non, il faut que ça soit raisonnable. Tu as une bibliographie de 25 pages, le contenu même c'est combien de pages? Il y a des gens qui sont, tu as consulté tout ça, tu as tiré des choses dedans, et ça fait peut-être combien? Peut-être 200, 400 documents. Non, soyons raisonnables, retenons l'essentiel. Retenons l'essentiel dans la bibliographie. Liste de tous les documents consultés pour la rédaction du travail. Ça peut inclure les livres, les articles, les mémoires, les documents électroniques, même audiovisuels. S'il y a des choses qu'on a vues sur YouTube, on peut mentionner date de consultation. C'est aussi une source. Et on insère dans ces documents à la fin du travail, soit par ordre alphabétique des noms d'auteurs ou par ordre d'apparition dans le travail. Selon les années. Oui, ordre d'apparition, pas selon les années. C'est-à-dire le numéro 1 là, dans la bibliographie, c'est le numéro 1 qui est référencé dans le document, peut-être dans l'introduction. C'est ça. Par ordre d'année, là, généralement, c'est intéressant quand on fait la revue de littérature. J'aime souvent cela. Quand vous faites une revue de littérature, c'est
serait bien de voir sur le plan chronologique là, comment les choses ont évolué. Tel auteur a dit Plus ancien, plus récent. oui, ce serait vraiment très beau et très intéressant. De plus récent en plus ancien ou de plus ancien? Non, l'évolution, c'est les plus anciens ou plus récents. L'évolution. Oui, oui. C'est Où vous situez maintenant? que tel a dit ceci, mais en 87, en 2023, Voilà. prof Dayan a dit. Pourquoi prof Dayan? C'est lui qui est un C'est lui qui est ici. Oui, prof. Est-ce que Wikipédia est déjà certifié sur le plan scientifique? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je ne suis pas devant pour répondre à toutes les questions. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette question? Selon vous. Déjà, prof, Wikipédia qui appartient au concept Web 2.0, Oui. c'est une bibliothèque publique. Et lorsque les choses sont publiques, généralement, c'est la décentralisation. Personne ne les comprend. Alors, pour certifier quelque chose de manière qui s'est fait de manière décentralisée, ce n'est pas si évident sur le plan scientifique. Je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas encore une nouvelle dans le sens de sa question. Mais je crois que non. Mais sa question engendre une sous-question, comme vous aimez les sous-questions. Est-ce qu'on peut citer Wikipédia comme source bibliographique? Je pense que c'est même là. C'est ça la Mais si, Selon vous. moi je pense qu'on peut citer, autant plus que vous avez consulté Wikipédia pour avoir ces données-là, cette information-là. Donc il faut les reconnaître que vous avez copié sur Wikipédia ou vous avez lu sur Wikipédia. Parfois, lui aussi, Là, cite, hein. Oui, il cite. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude, quand je lis sur Wikipédia, j'ai l'habitude de descendre en bas pour aller vérifier la bibliographie. Si je peux aller directement à la source, moi-même aller m'acquérir de la citation. C'est mieux. C'est ça. Oui. Oui, Wikipédia n'a jamais été attaqué par qui que ce soit. Il est l'un des bons. Attaqué dans quel sens? Dans le sens de la piraterie ou bien dans le sens Dans tous les sens. Il n'est pas scientifique, il n'est pas de décider. N'a jamais été attaqué dans tous les sens. Et vu le service qu'il a, Du coup, il devient authentique. il devient vraiment performant, on a confiance. Maintenant, vous voulez encore tout gagner. Vraiment, il faut mettre ça entre parenthèses. Parce que quelqu'un peut créer n'importe quoi là-bas et puis. Mais. On a. Wikipédia. Non, je pense que Wikipédia est très important. Quand on est au début des concepts génériques simples, on peut comprendre rapidement. Parce que c'est explicable des termes assez pratiques, assez relax, assez digestes. On peut s'appuyer dessus. Mais l'idéal serait d'aller à la source. Wikipédia qui est la définition là. Généralement, Wikipédia prend le temps de citer aussi les références. Oui. La série de retrouver la référence. Ça fait plus sérieux. Bon, maintenant, un travail de deux. Si on cite une fois Wikipédia comme ça, dans le flux, imaginez un travail, vous avez 15 références, Wikipédia. Est-ce que ça fait sérieux? Non, vraiment. Est-ce que ça fait sérieux? Mais si vous avez, bon, après un moment, ça apparaît une fois là-bas ou deux fois, bon, on peut tolérer, non, c'est pas si grave. Voilà ce que je pense par rapport à Wikipédia. Est-ce qu'il existe un nombre de fois qu'un auteur doit être cité comme référence dans une recherche? Un nombre de fois qu'un auteur. On ne peut pas dépasser, par exemple. Je prends l'exemple de Baron. Louis Baron a tellement écrit sur la pédagogie. Et vous vous retrouvez partout, il est cité. Vous commencez à le prendre. Il s'avère que vous avez cité une vingtaine de ses ouvrages. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Moi, je vois que c'est la même chose que vous venez de répondre à la question. Quand on répète Wikipédia, et pour un auteur qui est répété plusieurs fois dans le même travail, ce n'est pas aussi simple.
Les auteurs sont nombreux, on peut les citer autant de fois et on est limité, par exemple 3, 4 fois, on s'arrête là. Le travail ne peut pas être fait à base d'un seul auteur, non. Au-delà de tout ce que nous récupérons aux auteurs, il y a aussi ce que nous faisons. Alors moi je vois que répéter ça sera une monotonie et ça ne peut pas rendre aussi le travail trop élégant. Vous risquerez de vous retrouver avec J'ai une question 26 par rapport pages de références. Au deuxième point ici, la bibliographie fournit la liste de tous les documents consultés. Il arrive qu'on consulte, comme vous avez dit, on ne va pas mettre tous les documents à consulter. Mais parfois, il y a des remarques qu'on fait, on trouve dans la bibliographie un document que vous avez consulté, mais qui n'est pas référencé dans le corps du Un document qui est comment? Vous avez lu. Oui, vous avez lu. Un document important qui vous a vraiment donné des idées, Oui. que vous avez peut-être transformé, que vous avez utilisé, vous a été utile dans la rédaction, mais que vous n'avez pas référencié ou nommé dans le texte. Alors, maintenant, est-ce que ces documents consultés, que vous n'avez même pas mis dans le texte, vous ne pouvez pas mettre les références dans la bibliographie? Maintenant, ce texte est venu de qui? Je pense que j'ai compris. C'est-à-dire, vous avez un document, ça peut être un livre, vous avez lu, il y a des concepts intéressants dedans, et vous ne voyez pas comment référencer. C'est-à-dire, ça n'apparaît pas dans la liste bibliographique. Non, non. Donc, je pense qu'à ce niveau, ça peut arriver. Mais si c'est un document vraiment pertinent, ça veut dire qu'il y a un concept quand même qui se retrouve dans votre travail, au moins un concept sur lequel vous pouvez l'appuyer. Dans ce cas-là, vous faites référence à l'endroit où vous évoquez ce concept-là et vous l'insérez dans la liste bibliographique. Il peut arriver que c'est un document générique, c'est juste pour avoir une idée globale, et puis voilà. Vous n'avez aucun intérêt de citer ça forcément, donc vous le mettez de côté. Normalement, tout document qui apparaît dans la bibliographie doit être référencé dans le travail, quelque part. Oui, il y a Je vois dans d'autres documents écrit référence bibliographique. Et dans d'autres, on écrit seulement le programme. Qu'est-ce qu'il y a avec la différence? Non, il n'y a pas de différence. Sinon, c'est blanc donné pour le blanc. Ouais. D'autres équipes bibliographiques, simplement, certains écrivent des références bibliographiques. C'est la même chose. Professeur, excuse, si jamais quelqu'un reprenait exactement un texte, quelque part, il a référencé dans son propre texte aussi. Mais par mégarde, il a oublié de le placer à la bibliographie. Y a-t-il des sanctions pour ça? Par mégarde. Il a mis dans les textes. Mais il a oublié de le mettre à la fin. Y a-t-il des sanctions pour ça? C'est le plagiat. Lui crée la sanction. C'est du plagiat. Mais non, mais j'ai mis dans les textes. Il a cité. Dans les textes, j'ai reconnu. Oui, mais en reconnaissant, là, tu as reconnu comment? Dis-moi comment tu as reconnu. J'ai mis même des crochets ou des parenthèses signifiant que le texte a été intégralement recopié de tel auteur. Mais malheureusement pour moi, je n'ai pas mis sur la liste des références bibliographiques là. Je n'ai pas mis l'auteur, je n'ai pas cité. Je n'ai pas repris l'auteur. Alors, mais à l'endroit où le texte là apparaît, d'accord. Oui. L'endroit où le texte copié quelque part là apparaît. J'ai mis. Vous avez mis quoi? Le nom de l'auteur? Le nom, tout. J'ai respecté. J'ai respecté. Mais dans la bibliographie, je n'ai pas placé. À la liste. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, quand on découvre, on met une errata. On signale que j'ai oublié, mais normalement, la bibliographie, ça fait conçu aussi.
errata, vous allez les proposer, c'est lorsque vous avez déjà imprimé, vous avez constaté. Mais maintenant là, vous n'avez pas constaté. On vous fait constater ça pendant que vous êtes en train d'être auditionné, par exemple. Ben, vous dites, bon, vous faut se justifier. Ou soit vous avez déjà été nommé ministre et puis on se rend compte que... vous n'avez pas la démissionner. C'est être contesté après plusieurs années de... C'est quand même difficile. Vraiment. C'est-à-dire, vous avez mis la référence nom d'auteur et tout ça, ça n'apparaît pas dans la bibliographie. C'est quand même... normalement, ça se construit progressivement. C'est de la bibliographie qu'on récupère pour injecter dans le texte la référence. Parce que si c'est par ordre d'apparition, par exemple, le numéro là, on le récupère dans la bibliographie. C'est quel numéro au niveau des références bibliographiques là. Donc pour que ça arrive, il faut que la tante ou l'oncle au village, au point où c'est quand même difficile. Si vous n'avez Mais pas si été... ça arrive, vous pouvez justifier, vous avez quand même... il y a un taux. C'est une fois, c'est deux fois. Si c'est 10 fois, ça devient suffisant. Tout à l'heure, on a dit que quelqu'un écrit juste 3 pages. Si ça apparaît une fois, on est des humains. 2 fois, on peut serrer le cœur. 3 fois, on serre peut-être aussi les jambes. Mais 4, 5, 6 fois, là, ça devient suspect. Ça lâche. Oui, ça lâche. Le cœur, là, ne serre plus. Donc, je pense que une fois, vraiment, l'erreur humaine, et d'ailleurs, les travaux que vous allez produire, il y aura toujours un S qui va marquer quelque part. Une virgule mal placée ici. Le travail n'est pas généralement pas mal. Oui, c'est ça. Oui. Moi, ma question était orientée vers la méthodologie que vous avez utilisée. Je prends l'exemple. Oui. Vous avez fait la méthode par fonction. Vous avez coupé les experts. Et pendant l'échange, vous avez enregistré les sons de tout le monde. En fait, c'est toute leur contribution que vous avez récupérée. Maintenant, lorsque terminer les travaux, les avis que vous avez sélectionnés les uns et les autres seront-ils considérés aussi comme du plagiat si ces gens ne se retrouvent pas dans les références? Mais quand ça devient intéressant, On a bien le fait que il est là avec les autres collègues. D'accord. On conclut donc. D'accord. On va commencer à fermer à clé. c'est pas grave si vous allez passer ici. Bon, je pense que dans le cadre d'une enquête, collective de données, donc on ne va pas mentionner tel a dit, l'autre a dit. On synthétise. C'est un formulaire, l'autre a dit, l'autre a dit. On fait grave feu et tout ça. Et généralement, à la fin, on met, est-ce que, là même il y a le problème, on va dire quoi, d'identité. Est-ce que ces personnes voudraient d'abord même que le nom apparaisse? Oui. Généralement, dans ce cas de figure, c'est le résultat qui est dans le travail et au niveau de l'annexe. Les détails sont faits là-bas, l'annexe. Quel nombre de personnes interviewées avec telle position. On met au niveau de l'annexe, on liste leur nom là-bas, dans l'annexe, tout simplement. Avec peut-être le formulaire ou des questionnaires, des choses comme ça. Les Ça, questionnaires, ont été toujours, nous avons toujours fait sans citer les noms. Parce que quand vous commencez à citer, ne peut pas vous donner les informations qu'il y a. Par exemple, vous demandez aux étudiants qu'ils vous disent la réalité de son institution. Il a peur. Si je dis cette vérité, il n'y a pas de matériel, sinon les autorités doivent s'acharner sur lui. C'est ça. Ça a été toujours. C'est ça.
Si ça. Ok, bon, on est demandé en bas et puis ce qu'on va faire, je vais vous envoyer ça aussi, on peut finir ça demain, après on attaque séminaire de spécialité. Bon, ce que j'attends de vous, dès demain, j'attends que vous puissiez déjà commencer à travailler avec vous, c'est de faire cet exercice pour vos différents thèmes. Je sais qu'il y a déjà des gens assez avancés. Ça permettrait peut-être de faire un résumé du travail. Ce n'est pas toujours mon cas. Que chacun puisse rédiger. Et je vais reprendre tout cela et puis on va encore en discuter après, de la semaine prochaine. Donc, rédiger une introduction de votre travail de thèse, incluant ces éléments-ci. C'est-à-dire généralité sur le thème, vous faites l'identification, formulation de la problématique, vous essayez de ressortir les questions de recherche composées d'une question principale, des questions secondaires, vous faites l'énoncé des objectifs de recherche en déclinant l'objectif principal, les objectifs spécifiques, éventuellement les hypothèses selon le type de travail que vous allez mener et à la fin un plan de travail, une démarche scientifique. Vous dites que nous allons utiliser tel outil et puis nous, le plan de travail, la première partie va consister à faire cela, ainsi de suite. Et demain nous allons évoluer et présenter les différentes parties, le modèle de présentation de travaux, conformément à l'inscription à l'université de Yaoundé, ainsi de suite. Et là, Je veux envoyer ça dans nous aurons besoin de voir comment les modèles de travail demain, que nous aurons ça. Pardon? Le modèle de la présentation. Non, pas demain. Il faut quand même un peu de temps pour ressortir un bon travail. Disons à la fin de la semaine. Non. Et nous qui avons déjà proposé quelque chose dans ce sens-là, on doit reprendre comme vous les pensez. Mais ça me permettrait vraiment de voir aussi. S'il y a des choses à ajouter, on pourra en discuter. Donc pour vous, ça sera même facile, non? Les stress que vous avez déjà. C'est vrai, ça, c'est Donc, intéressant. ça va provenir de nos travaux. Que je puisse m'adapter par rapport à ce que vous exigez ici, Oui. ou bien que je peux reproduire seulement ce que j'ai déjà préparé. Non, s'adapter à ceci. D'accord, merci. Oui. Bon, je pense qu'on va continuer demain. Et cette fois-ci à l'heure. Non, c'est vous qui êtes venu. Non, c'est vous qui êtes venu en retard. Vous, c'était de 10h à c'était de 8h à 10h. C'était passé parce que les choses étaient mal organisées à partir d'ici. Maman, au niveau du troisième cycle, de 8h à 10h, nous de 10h à 12h. Mais vous étiez là jusqu'à 11h. Mais c'est vous qui venez dire que non, on a volé vos œufs. Quand tu sais pas ce qui s'est passé hier et Maintenant, demain, où est votre horaire pour demain? le même horaire. Voyez-nous tel que nous sommes là. C'est vous qui êtes en train de voler nos heures. Voler comment? N'importe quel moment. Voler comment? C'est de 8h à 11h. Oui, bon, quand nous sommes Non, à 10h. L'enseignement. Mais vous avez suivi notre séminaire? On vous garde, vous êtes comme nos bébés. Vous êtes comme nos bébés, nous vous gardons. Vous êtes venu Soyez là à 8h, que l'enseignant puisse débuter à 8h, pour que vous terminez à 10h. Les enseignants, on les amène. Et ils ne viennent pas à 8h, on les amène. Ok, demain. Merci.